Et rebonjour à tous les amis, bienvenue une nouvelle fois sur la réunion du catch. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission sur le décès de Bray Wyatt de l'ensemble de sa carrière. Toujours accompagné de Mmh. l'équipe habituelle de la réunion, hein, Kurama, Luca, Vangelus, Pierre-Luc et Sweet, que vous pouvez toujours les retrouver sur les réseaux, notamment sur TikTok. Donc, pour cette deuxième partie, évidemment, nous allons parler du début et de la fin de The Fiend, qui est pour moi un des personnages les plus dingues que j'ai jamais vu depuis l'Undertaker, pour ma part. Et notamment, évidemment, les débuts. Alors, évidemment, on va parler notamment de son émission qu'il faisait, c'était Firefly Funhouse. voilà, merci, parce que j'ai eu un bug sur le nom. Moi, que j'ai trouvé hyper bien fait, franchement, chaque épisode était, on était hypé sur les personnages qui présentaient sur le Rabbit, sur Wizard, sur Sister Abigail, sur la façon dont ils présentaient ces personnages au fur et à mesure, jusqu'à l'arrivée du démon. Moi, j'aimerais bien déjà qu'on commence déjà par cette émission qui présentait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chacun votre tour? Euh, donc, je vous écoute. Bon, Angélus, on va le laisser manger tranquillement, hein. Kurama lève la main, Alexis. Ah, ben Kurama, vas-y, du coup. Bon, tout d'abord, bon appétit, Angélus. Non, et plus sérieusement, c'était incroyable. Réussir à captiver un public d'un âge adulte avec une émission totalement enfantine, c'était du Bray Wyatt dans toute sa splendeur, en fait. Je pense que, comme je le disais lors de ton émission précédente, lors du premier épisode, on a vraiment vu toute l'étendue du talent créatif de Bray Wyatt avec l'arrivée du film. En fait. Cette façon où il a abordé cette bipolarité qui correspondait à merveille à son personnage, ce côté entre Bray Wyatt très enfantin, très déconneur, enfin voilà, vraiment guéilleret, et tout à coup basculer dans l'opposé extrême de The Fiend, où c'était de plus en plus hardcore, de plus en plus à la limite sanguinaire. Il n'avait aucune limite dans ses interventions et dans sa violence. C'était tout simplement un chef-d'œuvre. Et tu as dit précédemment, hein, on peut en citer pas mal des gimmicks qui ont été dans l'épouvante, hein. On peut remonter loin dans le temps avec des Papa Chango, des Kane, des Undertaker, mais et peut-être qu'on ne sera pas entièrement d'accord là-dessus, mais je pense que The Fiend est encore un cran au-dessus. Je pense que The Fiend a vraiment la première place du podium de la créativité, de l'épouvante à son paroxysme. Et pour moi, The Fiend fait partie des personnages qui, encore dans 50 ans, seront dans les mémoires des gens et qui feront partie des archives indélébiles de la WWE avec la Firefly Funhouse, mais aussi avec sa première rivalité avec Finn Balor. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. On regrette énormément le fait qu'il n'y ait pas eu une confrontation entre The Fiend et The Demon Finn Balor pour qu'on puisse vraiment toucher l'épouvante 2.0 avec la génération dont on peut profiter actuellement à son paroxysme. Je pense que ça aurait été un chef-d'œuvre de l'épouvante, mais au summum de sa créativité et de son étendue au niveau visuel. Mais voilà, après, on connaît la suite. Bray Wyatt, c'est incroyable. Et je me permettrai juste de citer cette petite parenthèse. Pour moi, le summum de The Fiend, et peut-être qu'on en reparlera après également par rapport aux entrées, ça a été l'entrée dans la boîte à musique. Je pense que là, à ce moment-là, avec la rivalité contre Randy Orton, cette sortie dans la boîte à musique avec cette agression surprise sur Randy Orton, ça a été vraiment le le point culminant de The Fiend à la WWE. Ouais, Pierre. The Fiend, ça montre encore une fois le génie créatif qui était Bray Wyatt.
parce que jamais j'aurais pu imaginer, moi ou quoi, qu'on allait nous pondre un truc pareil. Je vais me répéter, mais en tant que fan d'épouvante, c'était génial la frontière entre l'émission pour enfants et l'horreur qui arrivait progressivement au fur et à mesure des émissions de la Firefly Funhouse. C'était parfaitement réalisé, parfaitement teasé. Et le film, c'était exceptionnel. C'était une gimmick incroyable, pleine d'histoires. Il y avait des tonnes et des tonnes d'histoires à raconter. Bray Wyatt l'a fait merveilleusement bien. Après, étant donné que c'était une gimmick énorme, c'était aussi la pire gimmick pour les bookers à la WWE et pour malheureusement Vince McMahon qui était aux commandes à l'époque, car le film il l'a détruit. Alors il y a eu plusieurs moments incroyables du film, notamment à ses débuts. À ses débuts, il était invincible quasiment, donc c'est peut-être ça aussi qui l'a rendu après trop compliqué à booker. Mais il y a eu des terribles choix qui ont vite détruit le film. Je pense à sa défaite contre Goldberg. Je pense au fiasco du Hell in a Cell contre Seth Rollins. Et puis, malheureusement, la rivalité contre Randy Orton. Et le pire choix d'encore faire perdre Bray Wyatt à WrestleMania contre Randy Orton à WrestleMania 37. Évidemment, l'entrée dans la boîte à musique et tout, c'était trop stylé, mais la défaite contre Randy Orton, sachant qu'il avait déjà perdu à WrestleMania quelques années avant contre Randy Orton et qu'il n'a jamais gagné à WrestleMania, Bray Wyatt, c'était le bon moment de le faire gagner, d'avoir une victoire à Mania. Et Vince McMahon lui a encore chié dessus, hein, si je peux me permettre, à Bray Wyatt. Et il a encore fait perdre Bray Wyatt à WrestleMania. Et ça a tué The Fiend. Je passe des détails, mais il y a eu aussi l'association avec Alexa Bliss. J'étais pas tout à fait fan parce que c'était pas bien tout le temps. Ça devenait trop surnaturel. Le film qui brûle, le mannequin qui brûle au milieu du ring, et après, du coup, ils ont dû le refaire, le refaire brûler, puis le refaire en normal. On voyait que c'était très compliqué à booker parce que Vince McMahon lui laissait pas assez de liberté à Bray Wyatt et c'était trop gros, malheureusement, pour la WWE. C'était l'une des meilleures gimmicks, l'une des meilleures idées qu'on ait jamais eues, mais c'était trop gros pour la WWE, peut-être trop gros pour le catch. Ouais, Kurama. Donc, je faisais ça dans le sens où Pierre-Luc a vraiment bien résumé la chose. Et au niveau de la créativité en coulisses, ça tournait en rond au final. Donc, il n'arrivait plus forcément à trouver quelque chose qui puisse tenir en haleine le public. La seule chose avec laquelle je suis en désaccord avec Pierre-Luc, c'est que la seule rivalité où Bray Wyatt pouvait être légitime de perdre, c'était contre Randy Orton. Dans le sens où on a peut-être trouvé quelqu'un d'aussi psychopathe, d'aussi dérangé psychologiquement que Bray Wyatt pour avoir vraiment un match 5 étoiles, mais peut-être avec une autre fin, peut-être quelque chose d'encore plus hardcore, vraiment aller chercher au-delà des limites du catch. Après, pour le reste, je suis entièrement d'accord. Hein, faire perdre Bray Wyatt The Fiend contre Goldberg, absurdité énorme. Le déroulement de Hell in a Cell contre Seth Rollins, absurdité énorme également. Et même par la suite, il y en aura d'autres encore. Hein, on en parlera lors de l'épisode suivant. Mais il y a eu des matchs où le final était peut-être correct, mais le déroulement tout autour était à revoir, mais de A à Z, voire même de A à Z prime. Mais voilà, encore une fois, et je resterai sur cette parole, je pense que même dans 20 ans, il y aura personne qui pourra se mettre à la table de Bray Wyatt et dire que il avait la créativité aussi vaste et aussi percutante que celle que Bray Wyatt a pu inclure à WWE. Oui, le cave. Du coup, moi, je vais reprendre un peu ce qu'ils ont dit avant. Mais oui, on vient de passer d'un personnage un peu étrange avec ses frères de la famille Wyatt, un peu creepy, étrange, qui était déjà incroyable. Et là, il se réinvente, mais tout seul, avec son personnage un peu enfantin pour les enfants et d'un côté démon.
et qui, comme a dit Pierre, commence à devenir un peu plus démon, faire peur aux enfants, avec tous les petits personnages qu'il y a autour aussi, les marionnettes qui deviennent démons aussi, qui suivent un peu son univers. Euh, avoir deux personnages, le gentil personnage avec le petit pull rouge, souriant et tout, qu'on peut voir sur le ring des fois faire des promos, et d'un coup voir le personnage Finn. Et ça, j'aimais bien comme personnage, c'est vraiment un personnage encore plus mystérieux que les autres, puisque là, il y a vraiment le masque qui fait peur, bien designé, la tenue qui fait pour, vraiment. Puis les catcheurs masqués, moi j'aime bien. Donc voir ça, bah, il a encore monté d'un niveau. Et puis bah, le ring, bah, toujours pareil. Le personnage en lui-même, j'ai beaucoup aimé. Après, d'un côté, bon, côté négatif, j'ai moins aimé, c'est que justement, c'était un personnage tellement charismatique et tellement démon et vraiment bien fait que le faire perdre, ça me faisait bizarre de me dire il est indestructible. Et en gros, le voir perdre, ça me faisait un peu chier. Parce que bah, il est tellement bien construit que ça m'avait saoulé de le voir perdre. Voilà. Mais sinon, oui, un personnage incroyable comme l'autre d'avant. Il s'est réinventé tout seul. Et voilà, un génie, quoi. Exactement. Voilà pour moi. Ouais, Sweet, tu veux parler? Bah ouais, je vais me lancer. Bah là pour le coup, je vais pouvoir plus en dire parce que ben c'est vraiment une période que j'ai suivie et surtout le Find qui adore ces personnages surnaturels, le paranormal et tout ça. Là, j'ai été servi et toutes les semaines je suivais les épisodes de la Firefly Funhouse, pardon, qui était, enfin, c'était exceptionnel. En termes de promo, en termes d'acting, de tout ce que tu veux. C'est Bray Wyatt, c'est là où on voyait que ouais, il était au-dessus de tout le monde et que il avait pas de limite à sa folie et à sa créativité. Et c'était super cool. Après, là où du coup, c'est pas que ça m'a déçu, mais en fait, je suis resté, on va dire, sur ma faim et je rejoins ce que je disais dans l'épisode d'avant. C'est là où on a vu que ben, les officiels se sont confrontés au mur dont je parlais. C'est que ils ont voulu, dans un premier temps, du coup, le rendre lambda en perdant contre Cena, contre Undertaker, contre Orton. Et là, ils le font revenir et d'un coup, et ils veulent le rendre invincible, immortel. C'est d'une incohérence, enfin, totale. Et le problème, c'est que du coup, quand tu rends un personnage comme ça, il faut pas que ce soit un personnage que tu vois souvent parce que sinon ça lui enlève toute crédibilité. Je maintiens, et ça je n'arrête pas de le dire. Salut Black Mass. Salut, bien. Salut Black Mass. Salut les gars, Salut Black Mass. Hello! ça va? Bon, ça va et toi? Ça va. Bon, du coup, dans la deuxième partie de vidéo, on parlait justement du début et de la fin du film. Donc, du coup, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute aussi. Non, pour le moment, je vous écoute un peu, je prends le truc en cours. Là, je viens de faire la vidéo pour Pierre-Luc, ça m'a un peu brassé. Mais ouais, non, bah, ouais, que dire les gars, hein, que dire aujourd'hui, hein, sincèrement. Bah, surtout quand on voit déjà que tu es un grand fan, donc Pour moi, bref, c'était tout, hein, c'était tout. C'était Tu tout, c'est m'étonnes. compliqué. après, si tu veux t'exprimer sur son T'inquiète, je prendrai personnage, la parole si besoin, il n'y a pas de souci. d'accord. Du coup, bah, Sweet, vas-y, continue alors. Du coup, je sais plus où j'en étais. Tu disais que l'avoir fait revenir en super-héros, sachant que pour lui faire un personnage mid-card, c'était pas crédible. Voilà. Non, alors non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai pas parlé de personnage mid-card ou quoi que ce Non, pas soit. mid-card, mais le faire revenir Le en faire mode moins apparaître. exceptionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Alors non, justement, ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que un personnage qui est invincible et immortel, tu peux pas le faire apparaître tout le temps. Surtout Bray Wyatt qui avait son personnage qui était Bray Wyatt, et à côté de ça, il avait son double The Fiend, et ça, je le maintiens. Ce qu'ils auraient dû faire avec The Fiend, c'est que ça soit un personnage occasionnel qui soit là en cas d'extrême urgence.
Et c'est là où ils se sont complètement plantés pour moi par rapport à The Fiend, c'est qu'ils l'ont fait trop apparaître. Et ce que j'ai peur, mais ça on en reparlera dans la vidéo suivante, ce que j'ai peur qu'ils fassent avec Uncle Oji, c'est ça, c'est qu'en fait, un personnage qui est censé être invincible, tu peux pas le faire apparaître tout le temps parce que enfin, c'est impossible. Tu peux pas le faire gagner tout le temps et là d'un coup, surtout contre Goldberg qui était plus du tout au top de sa forme, le faire perdre. Là, ils l'ont décapité. Et là, c'était une lapidation sur la place publique. Enfin, c'était construire un personnage irréaliste, un personnage exceptionnel pour mieux le descendre. Je pense que personne n'a compris et c'est ça qui a dégoûté beaucoup de gens par rapport à The Fiend, je pense. Ouais, du coup, Pierre, vas-y. Ouais, j'étais subjugué par le décor de Black Mass, excusez-moi, c'est magnifique. Ouais, je voulais rebondir sur ce que Sweet disait. Ouais, effectivement, le Fiend était un personnage exceptionnel, certes, mais compliqué à booker. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça aurait dû être un personnage vraiment, comme Black Mass le dit, comme le démon de Finn Balor, vraiment occasionnel et pas toutes les semaines, pas aussi souvent qu'on l'a vu. Moi, je vous l'ai dit, ma version préférée, c'était la première version de Bray Wyatt, Wyatt Family. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est garder cette version de Bray Wyatt, donc avoir les 3 personnalités en même temps, avoir le Bray Wyatt original, le Bray Wyatt de la Funhouse et le Fiend, et qu'on le voit le plus possible en Bray Wyatt, comme il est revenu en 2022, hein, sinon, hein, le Bray Wyatt le plus proche de Wyndham Rotunda. On aurait dû avoir cette version-là occasionnellement, régulièrement, chaque semaine, tout le temps, et avoir le Fiend, et garder le Fiend comme un monstre, comme un personnage mystique qui apparaît vraiment quand Bray Wyatt est énervé, Bray Wyatt et a besoin d'aide, a besoin d'une aide extérieure, il fait appel au Fiend comme son démon qu'il peut pas contrôler, qui arrive pour avoir des victoires et pour tuer littéralement ses adversaires. Là, le fait d'avoir mis The Fiend régulièrement, chaque semaine, chaque pay-per-view, ça a tué le mythe du Fiend, et c'est pour ça qu'après, ils n'ont plus réussi à le booker comme il fallait. Voilà. Ouais, Angélus. Alors, moi, je suis d'accord avec 2 choses, bizarrement. Je suis d'accord déjà avec Kurama, quand il disait que son seul regret, c'est de ne pas, c'est de pas avoir vu le match The Fiend contre le démon Finn Balor. C'est aussi un match que je reste que ça aurait vraiment pu être un match très intéressant, déjà pour la fédération. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec Pierre-Luc sur une seule chose. C'est que Pierre-Luc, tu disais que The Fiend, le personnage est un personnage trop gros pour la WWE, ils ont fait vraiment trop gros le truc. Et le truc, c'est que sur ça, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, déjà, le Fiend, avoir fait créer le Fiend à la WWE, pour moi, c'était une énorme erreur. Alors, je sais que je vois Jeff Black, tout ça. Pour moi, le personnage du Fiend, c'était un personnage qu'on aurait pu voir à l'OCW ou à la OW. On sait qu'ils adorent les matchs un peu extrêmes. Donc, on aurait pu limite le voir là-bas. Mais pour moi, le personnage du Fiend à la WWE, c'était un personnage pas. Ah, ça fait du bien. Voilà. Ah là là. Ah, merci, Sweet. Ouais, Alexis, vas-y. J'adore. Non, mais j'ai pas fini, merde. Et bientôt, Ah il ouais, va c'était nous- pas fini, pardon, j'ai cru que c'était la fin, pardon, excuse. Non, mais dans le plus grand des calmes, Angélus, il va nous dire oui, alors le Fiend, c'était fait pour NXT et encore level parce Non. que bon, non, c'était une idée de génie. Il n'y avait jamais eu un truc comme ça, à part on a eu l'Undertaker, on a eu le Demon Balor, mais le Fiend, c'était un truc de dingue. Et ça permettait de récupérer une fanbase qui était un peu lassée de ce qui se passait à la WWE à ce moment-là. On avait réellement besoin de renouveau. Et Bray Wyatt était la seule personne possible et capable de le faire à la WWE. Ils lui ont laissé un petit peu de laps de temps et le mec, il a pu s'exprimer pour le peu qu'il ait pu s'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait Vince au-dessus qui était en train de tout brider et tout ça. Et on a quand même eu le droit à voir ça. Et franchement, c'était énorme, les gars. Et quand j'entends Angélus, s'il te plaît, arrête.
Arrête, Non, stop. mais, Tu me fais mal au cœur. non, mais voilà. non, mais juste pour moi, The Finn, il n'était pas du tout crédible à la WWE. Pour moi, il n'était pas du tout crédible. Il n'avait rien à faire. C'est un personnage qui n'avait rien à faire, en tout cas dans cette fédération. Et pour moi, il aurait mieux failli garder le personnage de Bray Wyatt, son personnage normal, et ensuite de mieux le booker par la suite. Et comme disait Sweet, de le faire venir chaque semaine, ça tue encore plus le personnage mystique. Et en plus, et pour moi, la plus grosse erreur encore qu'a fait la fédération, c'est d'avoir fait gagner The Fiends le championnat universel à l'Elimination Chamber. Pour moi, ça a été l'énorme erreur du siècle. Je suis désolé d'avoir fait gagner The Fiends une ceinture, mais c'était totalement dégueulasse. Je suis désolé. Il Non, mais n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ceinture. il avait pas besoin de ça. Ça tue encore plus le personnage de faire le film un personnage tout à fait banal, alors que normalement c'est un personnage vraiment mystique. Pour moi, fait gagner la ceinture, c'était totalement incohérent, ça n'avait rien à faire. Et pour moi, il aurait mieux fait gagner le personnage de Bray Wyatt. Et je vais aussi parler de la Firefly Family. Pour moi, déjà, Alex Abyss, le personnage d'Alex Abyss est hyper étrange. C'est du grand n'importe quoi. En mode normal, est bien mieux. Et aussi la Firefly House. Pour moi, ça fait un peu penser à, pour ceux qui sont un peu plus vieux, à Bonne Nuit les Petits. Pour moi, ça faisait tellement penser à ça. Mais c'est le but, c'est le but, Angélus. Le but, c'était qu'il s'était inspiré du présentateur pour enfants, je ne sais plus comment il s'appelait aux États-Unis. Bref, le but, c'était justement de faire ce contraste entre l'émission pour enfants toute mignonne et d'avoir ce côté horreur dans l'émission. C'était justement une parodie d'émission pour enfants. C'était pas premier degré. C'était pas du tout crédible. Et crédible en quoi? Crédible de quoi? Pour moi, avoir il aurait fallu garder un seul personnage. Mais qu'est-ce que tu entends par crédible? Parce que tu dis que le film n'était pas crédible. Il y a bien un personnage crédible, c'est The Fiend. C'est peut-être pas le bon mot que tu utilises, crédible. On a la Firefly Family. Ensuite, on a le renouveau de Bray Wyatt en mode normal. Pour moi, il y a vraiment un schéma qui n'est pas du tout crédible sur la longue carrière de Bray Wyatt. Le film, ça a vraiment tué la carrière de Bray Wyatt. Alors, je vais juste contredire Angélus, du coup. Dis-toi que pour moi... C'est pas difficile en même temps. Non, je vais te dire un truc, c'est que pour moi, déjà, le film, quand il a été créé, on a vu des matchs qu'on n'a jamais vus auparavant, c'est-à-dire les matchs cinématiques. Il y en a eu 3, hein, je te signale, avec lui, qui, moi, j'ai trouvé très bon dans l'ensemble, parce que le match contre Braun Strowman, j'ai trouvé ça super bien réalisé dans le marais et tout. Je crois que c'était à l'époque de leur cabane, je crois, à l'époque. Voilà. Après, le Swamp Fight, ouais. Voilà. Après, tu avais eu le match avec Randy Orton, qu'ils avaient fait aussi, qui était très bon à l'époque. Et évidemment, celui de John Cena, que j'ai trouvé excellent à WrestleMania. Donc, c'est-à-dire qu'il nous a donné du nouveau. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'époque, pour toi, déjà, t'aurais déjà vu des matchs cinématiques comme ça, alors que ça changeait un peu? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a eu beaucoup de critiques, comme beaucoup ont dit, ouais, ça fait pas partie de l'esprit du catch, le truc cinématique. Justement, ça rajoutait un truc en plus qu'on n'a jamais vu. Comme le match, bon, ça n'a rien à voir, mais le match entre Undertaker et Jey Styles, c'était très cinématique et tout le monde a adoré. Il a même été élu meilleur match de l'année. Et les matchs cinématiques, justement, ça rajoutait un autre niveau de match qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'au lieu de te concentrer que sur le catch, tu as une histoire à raconter. Tu as quelque chose à faire dessus. Et le fait, ils ont rajouté des matchs en plus qu'on n'a jamais vus. Et par contre, c'est dommage qu'on n'en ait pas eu plus après. Mais bon, malheureusement, je pense que s'il ne serait pas décédé, on en aurait eu d'autres. On en aurait eu d'autres. Mais rien que ces matchs-là, ça changeait complètement. Il fallait du renouveau, il fallait quelque chose ça faisait partie du surnaturel si tu passes par là aussi. Donc, techniquement, tu avais quelque chose de très très bon. Et il n'y avait que lui. Tu n'aurais pas vu d'autres catcheurs faire des matchs cinématiques comme lui. Il n'y avait que lui. Donc, honnêtement, dire qu'en plus, il n'avait pas sa place à la WWE, non, je suis désolé. Je pense que ça aurait été même pire. Ça aurait été même pire s'il aurait été, par exemple, à la WWE, ils auraient fait quoi avec lui, avec son personnage? Ils n'auraient rien fait. Des personnages comme ça à la WWE, déjà, ils en ont jamais eu. Et deux, vu comment Tony Khan il tient sa compagnie, il aurait fait de la merde. Donc, pour moi, non, il était très bien où il était. Il a été
plus ou moins très mal booké, parce que voilà, Vince, il a jamais aimé, donc malheureusement, c'est ça. Si Triple H aurait été à sa place, Bray Wyatt il aurait eu une carrière immense comme Seth Rollins ou Roman Reigns, tu vois. Ah oui. Donc, tu Ok. vois, il a révolutionné un peu le match cinématique que j'aimerais bien un jour revoir avec d'autres catcheurs si c'est possible. Mais bon, ça restera à voir plus tard. Mais Pour le coup, les matchs cinématographiques, pour moi, j'ai pas compris le truc. Et pour moi, j'ai pas aimé. Pour moi, c'est pas le genre de match que je veux voir à la WWE dans d'autres fédérations. Les matchs cinématographiques, pour moi, c'est pas du tout mon délire, tu vois. Après, je peux comprendre qu'on peut aimer. Pour moi, ça, je vais pas dire ça n'a rien à faire dans le catch parce que c'est faux, mais pour moi, ce n'est pas du tout le style de catch que j'aime. Donc voilà. Mais voilà, après, c'est chacun a son avis. Mais voilà, pour moi, euh, The Fiends, non. ouais, Kurama. Non. Enfin, il va avoir une tendinite, le pauvre. Oh, t'inquiète. Vas-y, quitte. Non, après, dans un sens, je pense savoir ce que Angelus veut mettre en avant. C'est le fait que le catch, à un certain moment, devienne plus divertissant que sportif. C'est Je ça. pense que c'est là où est le problème concernant Angelus. Mais dans un sens, dans cet aspect-là, je suis d'accord avec lui. Par exemple, la rivalité avec John Cena, j'avais un peu plus de mal que les autres rivalités. Mais malgré tout, je pense que jamais personne jusqu'à présent a réussi à apporter autant d'impact par rapport à son personnage, par rapport à ses différentes personnalités aussi. Parce que comme on l'a dit précédemment, et Pierre-Luc l'a énuméré, Lucas l'a énuméré également, tu avais cette partie où tu avais Bray Wyatt, voilà, avec son petit col roulé, très enfantin, très agréable, très guilleré, avec ses petites marionnettes. Et puis de l'autre côté, tu avais carrément l'extrême opposé avec The Fiend, comme je l'ai dit en début d'émission, où tu avais le paroxysme, mais opposé, avec cette gimmick très épouvantable. Et soit dit en passant, je trouve que, pour revenir entre parenthèses par rapport à ce que Pierre-Luc a dit aussi précédemment, le Bray Wyatt première version, enfin The Fiend, pardon, première version, était beaucoup plus impactant que la résurrection de The Fiend suite à son immolation. Ouais, Black Mais, Mass. mais Ah, pardon. dans un sens, je pense que tu n'arriveras jamais à trouver, enfin, surtout dans une période très compliquée aussi, il faut se remettre aussi dans le contexte. On était en pleine période Covid, C'est ça. Thunderdome, où tu n'avais pas forcément de public. Ouais. Réussir à trouver un personnage qui puisse tenir en haleine un public qui n'est pas forcément présent, qui est en direct, mais par l'intermédiaire d'écran. Je pense que Bray Wyatt a fait un travail absolument exceptionnel dans le sens où je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes à ce moment-là qui commençaient à perdre l'intérêt avec la WWE et qui l'ont retrouvé par l'intermédiaire de Bray Wyatt et par l'intermédiaire de The Fiend aussi, parce que c'était du jamais vu. Et je pense que encore une fois, on peut énumérer plein de superstars qui ont cet aspect épouvant, très captivant, comme l'a fait l'Undertaker, comme l'a fait Kane, Boogeyman, Papa Shango et tant d'autres. Mais Bray Wyatt était encore 2, 3, voire même 4 crans au-dessus. Jamais personne n'avait eu à l'idée de s'auto-calciner, d'apparaître, voilà, et encore une fois, ça c'est les avis de chacun, mais moi, par exemple, l'intervention d'Alexa Bliss, je trouvais ça plutôt sympa, parce que ça apportait une touche différente, certes, paranormale à souhait, certes également, mais est-ce qu'on pourra encore dire dans 10 ans qu'on pourra voir une autre personne apparaître avec un coulis noir corbeau déambuler sur tout son crâne et malgré tout réussir à captiver le public? Je pense pas qu'il y en aura encore une dizaine qui sera capable de faire pareil. Donc, dans un sens, je te comprends dans le sens où, oui, l'aspect cinématographique, ça pouvait parfois aller à l'extrême et C'est ça. parfois être redondant, voire limite dérangeant. Mais dans un sens, c'est ce qui a permis, dans cette période très compliquée de Thunderdome, de Covid, d'aspects du catch totalement différents pendant
C'est je vais sûr. dire presque 1 an et demi quand même, de pouvoir tenir en haleine une telle communauté comme celle de la WWE. C'est compliqué. Donc je pense que Bray Wyatt, dans un sens, c'est peut-être attirer les foudres de certains, comme de toi, Angélus, dans le sens où l'aspect cinématographique est très compliqué à captiver tout le monde, et ça plaît ou ça ne plaît pas, ça dépend des goûts de chacun. Mais dans un autre sens, c'était quelque chose de novateur et quelque chose de tout de même à 95% réussi quand même dans une atmosphère totalement différente de ce qu'ils ont vécu depuis leur début. Jamais la WWE n'avait vécu ça auparavant et devait trouver justement le peps adéquat pour tenir le public en haleine. Et je pense que Bray Wyatt a été l'un des éléments réussis de ce nouvel élan. Et je pense que sans Bray Wyatt, ça aurait été beaucoup plus compliqué dans cette période Thunderdome, justement. Ouais, Black Mass, vous voulez parler Ouais, je voulais répondre à Angélus. Toi qui es fan de la TNA, et je Oui. pense que tu es peut-être le seul sur cette planète. Bon, bref, et tu es fan forcément de la TNA, donc forcément, tu as vu les matchs cinématographiques de Matt Hardy. Oui. Et t'as accroché ou pas? Oui, oui, mais après, Ouais, elle est là la nuance. ouais, mais Bien ça. c'est un autre personnage, c'est pas du tout le même personnage. Broken Matt Hardy, c'est un autre personnage que Bray, c'est pas du tout comparable. Ouais, mais en fait, si tu veux, comme l'a dit Kurama, en fait, il y avait une cible à toucher, et en plus, on était en période de Covid, c'était compliqué. Le mec, si réellement les gens n'avaient pas accroché à tout ça, quand il s'est repointé à Extreme Rules, je pense pas qu'il aurait pris l'ovation qu'il a pris, qui était juste monstrueuse. On s'en souvient tous, hein, quand il a débarqué à la fin d'Extreme Rules, c'était juste intense. Je défie quiconque aujourd'hui de donner les poils comme les gens l'ont eu, à part Non, peut-être je le doute. retour de CM Punk du côté de la EW, mais voilà, ça faisait 10 ans que tout le monde l'attendait. Mais sinon, au niveau pop, aujourd'hui, dans les 5 dernières années, personne n'a eu une pop comme quand il est revenu. Et tu peux chercher Angélus, et que du côté de la WWE, parce que TNA, tu ne trouveras pas. Non, mais non, je cherche pas que le côté de la TNA. Non, Mais après, voilà. pour moi, on parlait tout à l'heure de l'aspect mystique, un peu mystérieux du personnage. Pour moi, je vais dire les choses, je sais que ça va en choquer plein. Pour moi, j'ai littéralement, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec Kadeku, j'en parlais. J'ai préféré littéralement le personnage de Goldust, son personnage mystique, tu vois, un peu dérangé, qui était l'un des personnages les plus controversés pendant très longtemps, que le film, pour moi, je trouve ça pas du tout crédible, tu vois. Donc voilà. Et j'ai encore choqué certains, et je sais que Pierre va me tester quand je vais dire ça. C'est Goldust, hein. C'est ça que tu as dit, c'est Goldust, hein. C'est bien ce que j'ai entendu. Je vais aller encore plus loin, et je sais que Pierre Luc va me détruire. Quand j'ai vu Goldberg détruire The Fiends, pour moi, j'étais très content. Ouais, je refuse, je veux plus lui parler à lui, c'est bon. Alors, mais Ignorez-le. Non, mais en fait, il a juste peur du film, il veut pas l'admettre, c'est tout, il l'aime pas, il a peur, il pleure la nuit, il fait des cauchemars. Non, mais. Tout à l'heure, j'adorais les personnages de Bray Wyatt avec la White Family, j'adorais ce personnage-là, pour moi, il était totalement crédible, et surtout avec l'arrivée avec The Shield, les frères de destruction. Ose me dire que ça n'a pas de la gueule. Non, pour moi, ça n'a pas de la gueule. C'est magnifique, c'est magnifique. Et après, le personnage du film, pour moi, j'ai détesté. Voilà, regarde les lanternes derrière, c'est magnifique. Ah oui, limite, je préfère l'Undertaker ou Goldust que Bray Wyatt. Arrête de citer Goldust. Mais il n'y a personne d'autre. Il y a personne d'autre qui a fait ça. Il est fou. Goldust. On s'en fout. Oui, j'ai préféré le personnage de Goldust, tout simplement. Qui a fait Et sa rivalité avec Ted DiBiase, pour moi, ça a été l'une des 5 meilleures rivalités depuis ces 30 dernières années. Angélus, c'est très con, mais aujourd'hui, trouve-moi des catcheurs, aujourd'hui qui, rien que tu vois un élément, tu sais que c'est eux. Aujourd'hui, Bray, tu vois une lanterne, tu vois un rocking chair, tu sais que c'est Bray. Oui, un objet, ça suffit. C'est ça que c'est une personne légendaire. T'as l'Undertaker, t'as Kane. Oui, ça, c'est des légendes. Regarde, il suffit juste, tu vois, déjà rien que là. Oui. Tu vois rien que ce masque de mouton, déjà, c'est Eric Rowan à 300%. Eric Rowan, oui.
chaque élément de l'univers de Bray a été réfléchi de manière à ce que quand tu te retrouves en face, tu sais exactement que c'est l'univers de Bray Wyatt. Et c'est identifié, il n'y a rien à dire. Tu peux me sortir ce que tu veux. Bon, après, voilà, tu auras toujours des trucs. Comme tu vas avoir la veste de Stone Cold, tu vas dire, ouais, c'est Stone Cold. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a écrit Stone Cold dessus. Mais aujourd'hui, regarde au niveau merchandising, Bray, ils ont vendu des lanternes qui sont pas ce modèle-là, mais en version dégueulasse. La version dégueulasse. Et aujourd'hui, tu vois comment ils l'ont écoulé à une vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu'il avait le potentiel de merchandising. WWE, ils s'en foutent. À la rigueur de si ça te plaît pas, ça te fait peur, ça te fait pas peur, ils s'en foutent. Eux, ils réfléchissent en merchandising. Et aujourd'hui, c'est fric. Actuellement, tu as Roman Reigns. Ouais, mais Roman, regarde, truc tout con, pourquoi ils n'ont pas sorti les colliers Oulafala ? Pourquoi ? Parce que c'est réservé. Alors que demain, ils te mettent des Oulafala sur le WWE Shop, c'est l'anarchie. Hein. Regarde, par exemple, là tu parlais de Roman Reigns, regarde les ceintures qui sont parlées à plus de 800 €. Comment elles sont en 2 heures. Avec toi, dès qu'ils font des signatures, ça part. Demain, ils rééditent la ceinture du film, c'est un carnage. Je suis pas tout à fait d'accord. Si, c'est certain. Le monde produit de Bray Wyatt, ça part. Ah bah bien sûr, ça part. C'est clair. Il a réussi à créer un univers. Oui, il y a une ceinture du film, non. Pour moi, de toute façon, c'est une chose. Il y a de son vivant, c'est incroyable. Alors là, depuis qu'il est plus là, c'est encore pire. Pour tout le respect que j'ai pour Bray Wyatt, le film, ça a été une énorme erreur de la fédération. Alex, impose-toi parce que. Ouais, bon, on va s'arrêter sur les conneries d'Angélus pour la fin de la vidéo. Je te mets au défi, Angélus, de juste trouver le prix des gants comme ça. Je te mets juste au défi de trouver le prix des gants sur Internet. J'irais 40, 50. Bah, tu rigoles, ils se négocient à plus de 250 € les gants. Ah ouais. Là, la moins chère que j'ai vue, c'est aujourd'hui, il y a un mec sur Vinted qui les a mis à 100 balles et il va les vendre comme des petits. C'est le pire personnage qu'il y a eu. Bon, on va conclure sur cette deuxième partie avec ça. Donc, n'hésitez pas toujours à me suivre sur les réseaux, les amis. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux aussi tout ce petit monde. Et si jamais vous n'avez pas vu la première... Sauf Angélus, voilà. Si jamais vous voulez, si vous n'avez pas vu la première partie, elle sera en description de cette deuxième partie de vidéo. Et on se retrouve à très vite, les amis. À bientôt. On boycotte Angélus.